Bonjour Bruno. Donc toi, tu es dans ceux qui vont partir là, Oui, hein, tu es les preneurs de flambeaux là, exactement. puisque les autres ont Flambeau passé le matérialisé flambeau. par le collier et le coquillage. Voilà, superbe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton passé nautique? Mon passé nautique, il a commencé très jeune, par un stage à l'UCPA, qui 2 ans, enfin en dériveur, et 2 ans après, je faisais le stage chef de bord à l'UCPA, et 5 ans après, je construisais mon premier bateau, D'accord. entièrement, un bateau de 9,50 m, avec lequel je faisais l'école de croisière, Oui. qui était un essai pour savoir si la vie à bord avec ma femme et mes enfants était quelque chose d'envisageable. C'était tout à fait envisageable puisque maintenant, donc le Maracuja sur lequel je vais partir a été mis à l'eau en 85. Ça fait donc maintenant 34 ans que je navigue et vis à bord de ce bateau. Ok. D'accord. Et navigation, j'ai fait des allers-retours sur l'Atlantique 4 ou 5 fois. Là, j'ai fait un tour du monde complet. Parce que j'ai un métier qui me permet, étant enseignant, d'avoir enseigné en Martinique, puis ensuite en Nouvelle-Calédonie. Ok. J'allais rejoindre mes postes systématiquement avec le bateau et en vivant à bord. Et en partant de Nouvelle-Calédonie, j'ai décidé de rentrer en métropole, mais en faisant les 3 caps à l'envers. Oui. Donc en partant par le Cap Lewin, remonter Cap de Bonne-Espérance, retraverser sur le Brésil, redescendre au Cap Horn. Ok. Et remonter, Panama, etc. Et je suis en Guadeloupe là, depuis 2004. Oui. Et de 2008 à 2012, j'étais basé à Ushuaia, D'accord. et où j'ai fait l'Antarctique et tous les canaux de Patagonie et de la Terre de Feu. Voilà, D'accord, c'est bien. j'aime ça, beaucoup les glaces. Voilà, tu as navigué beaucoup, mais à partir de ton boulot, J'ai quoi. 120 000 milles au compteur, oui, c'est Oui, c'est pas mal. ça commence à C'est faire. Oui. honnête. Oui. Et maintenant, donc, tu es en Guadeloupe. Je suis en Guadeloupe depuis 2004, oui. Ouais. Et donc, pourquoi la longue route? Pourquoi la longue route? Pour le plaisir. J'ai fait le voyage à l'envers avec escale, et jusqu'à présent, dans les navigations en solitaire que j'ai pu faire, c'est 6 semaines non-stop, sans rencontrer qui que ce soit. Et passer de 6 semaines à 6 mois, c'est quelque chose qui m'intéresse au niveau navigation, au niveau expérience. Voilà, une des raisons de base de cet engagement. D'accord. Et donc, Moitessier et la longue route, ça, voilà, c'est une... Ah ben, Moitessier et la longue route, ça a bercé ma jeunesse. Également les bouquins du Damien. En plus, j'ai eu la chance de pouvoir convoyer le Damien lorsqu'il était vendu, alors qu'il était à La Rochelle, de le ramener jusqu'à Caen, où j'étais. Oui. Donc j'ai navigué sur ce bateau mythique. Ça m'a également, après avoir lu les livres, et puis Moitessier, c'est une référence. Donc je pense que beaucoup des participants ont connu ça dans leur jeunesse. Bien sûr. Oui, quasiment tous. Quasiment tous. Et donc le bateau, donc c'est le bateau sur lequel tu vis? Le bateau sur lequel je vis, que j'ai construit, enfin j'ai acheté la Oui. coque nue et j'ai entièrement aménagé, et donc c'est un bateau que je connais parfaitement, que j'ai amélioré, et je suis toujours étonné d'ailleurs de trouver au bout de plus de 30 ans des améliorations sur ce bateau, alors que je navigue et je vis régulièrement dessus, quoi. Et là, pour la longue route, tu l'as... Pour la longue route, tu l'as transformé un j'ai petit fait peu, quelques modifications, oui. Déjà, je vais l'alléger beaucoup au niveau du poids. Ouais. Je vais également, je suis le seul dériveur intégral à participer à cette épreuve. Oui. Et donc, c'est des conditions de navigation très particulières qui n'ont rien à voir avec celles des quillards, notamment dans le gros temps. Oui. Puisque dans le gros temps, on remonte tout, on fait le bouchon. Donc, c'est très inconfortable. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur du bateau, le blocage de tous les éléments, faut être prêt à naviguer à 90 degrés pour le mât. Et rallonger le safran également, qui est un peu court, puisque comme dériveur intégral, le safran était très court pour ne pas toucher à l'échouage. Oui, bien sûr. Voilà. D'accord. Pour le et reste, au niveau, et sinon, tu as renforcé des choses renforcer, non. Je ne sais pas, si des problèmes de fixation, une répartition des poids différente. Oui. Également parce que le Maracuja n'est pas très porteur sur l'avant, et donc je vais énormément l'allécher à l'avant. Mais sinon, pas de modification structurelle importante, non. D'accord. Et donc là,
tu pars quand? Donc tu pars Je compte partir. Le problème, c'est que partant de Guadeloupe, pour prendre la ligne de départ, je suis obligé de remonter au nord du 41e parallèle, oui. c'est-à-dire de remonter au nord des Açores, en fin de compte. Oui. Je compte partir, et je pense que je ne pourrais pas le faire avant, de toute manière, pratiquement, avant, à la mi-août. Le problème, c'est la saison cyclonique. Oui. Et donc le timing va être très très serré. Pour moi, à la limite, ayant fait déjà le Grand Sud, c'est cette partie-là qui m'inquiète le plus. En fin de compte, c'est d'avoir à négocier des cyclones entre la Guadeloupe et les Açores. Oui. À partir du moment où je pars en août, le minimum, si tout se passe bien, c'est un peu plus de 2 semaines. Et donc on arrive sur septembre, qui est le pic généralement des risques cycloniques dans cette zone. C'est le point d'interrogation sur cette navigation, en fin de compte. D'accord, c'est le départ. C'est d'aller prendre le départ. C'est le départ, c'est d'aller prendre le départ. Tu laisses personne à terre. Je laisse personne à terre. Tu débarques personne dans ton bateau, c'est ça que je voulais dire. Oui. D'accord. Et comment tu vois, comment tu as perçu la réunion d'aujourd'hui où les skippers ont présenté leur tour? La réunion d'aujourd'hui, c'est-à-dire que je l'avais déjà entrevue par parce que j'ai suivi naturellement tous les participants de 2018, par le fait, disons par ceux qui ont fait la navigation sans escale, ce qui était le but de tout le monde. Ceux qui se sont arrêtés pour les problèmes techniques, ceux qui se sont arrêtés pour les problèmes médicaux, ceux qui se sont arrêtés pour les problèmes psychologiques. Bien sûr. Et c'est là-dessus surtout que j'ai cherché des informations, quoi. Ça nécessite, ce que beaucoup ont dit d'ailleurs, des engagements financiers, physiques et psychologiques importants. Et il faut vraiment se polariser là-dessus. Et quand on a dans sa vie au quotidien d'autres choses qui interviennent, ça peut être difficile de faire des choix qui sont intangibles. Je veux dire, il faut faire des choix qui sont parfois douloureux, quoi, enfin durs à faire. Et donc, bien sûr. Il faut pas tergiverser, quoi. Il faut pouvoir faire le vide, en fait. Voilà, il faut pouvoir faire le. Voilà, exactement. Ouais. D'accord. Et effectivement, comme il disait, il faut avoir une préparation mentale, il faut avoir un mental. Bien sûr, oui. Mais c'est pareil. Parce que je te dis, j'ai déjà fait quand même pas mal de navigation, le tour du monde en solitaire, j'ai déjà fait, mais moi je suis, c'est pas Mr. Hyde, Dr. Jekyll, mais je suis une personne complètement différente lorsque je suis seul en mer. D'accord. Je suis beaucoup plus serein en mer qu'à terre. D'accord. Oui, la longue route ça va me reposer. Tu pars en vacances? Je ne pars pas en vacances, non, mais je vais profiter au maximum de tous les moments où je pourrais, chose que j'ai du mal à faire à terre. J'ai du mal à me poser à terre, alors que sur le bateau, j'arrive à rester des heures en contemplation sur tout ce qu'il y a autour. Est-ce que tu as une démarche alors, on dit spirituel, mais c'est pas spirituel, c'est par rapport aux éléments et par rapport par rapport aux éléments. Moi, j'ai un des grands amis, Guy Delage, qui a traversé l'Atlantique à la nage, etc., qui m'a un peu guidé dans mes choix techniques, là, qui lui est un mystique. Et ce que je lui ai dit, moi je ne suis pas du tout à la recherche de quelque chose. Moi je suis plutôt gaulois dans l'esprit, quoi, que mystique. Ce qui est un peu différent justement de l'esprit de Moitessier quand même. Oui, bien sûr. Qui lui était chercher qui est intérieur. Je ne pratique pas le yoga, je pratique la cuisine. Moi. J'adore cuisiner, donc ça va être... Après, il y a le côté spirituel, mystique, etc. Après, tu as le côté... communion avec les éléments, voilà, alors ça, qui a trouvé un petit peu Manu Wettkamp. Tout à fait, bien sûr. C'est quelque chose de magique et qui est difficile à transmettre parce que il y a une telle osmose qu'il n'y a même pas besoin enfin, les paroles et les images ont du mal à traduire ce qu'on peut ressentir. Et ça également, on vit dans l'empire des sens, en fin de compte. On a tous nos sens qui sont en éveil par rapport au bateau, par rapport aux conditions météo, par rapport au vent, aux animaux, oiseaux ou poissons qu'on peut avoir autour de nous, mais ça se fait sans parler. C'est des ressentis, mais c'est un côté universel, c'est vraiment un tout. On ne peut pas isoler un élément de l'autre, tant au niveau de tous les sens, que ce soit la perception manuelle, physique, oculaire, au niveau de l'audition, c'est l'empire des sens. On est dans un monde de sensations. Ouais. Oui. Voilà. D'accord. Et au niveau avitaillement, eau, c'est le grand point d'interrogation, puisque je te dis, j'ai fait beaucoup de navigation en solitaire.
jamais aussi longue, parce que ma plus grande navigation en solo, c'est 6 semaines. Et de passer de 6 semaines à 6 mois, c'est le point d'interrogation. Je pense que, compte tenu des 120 000 milles que j'ai pu faire, le bateau, au niveau pratique, technique, et moi-même au niveau physique, on est prêt au départ. Le grand point d'interrogation, c'est ça, l'aspect nutritionnel, la gestion de l'approvisionnement. Ouais. Et puis ensuite la gestion de la nourriture justement au quotidien, sachant que les retours d'expérience m'ont changé un peu justement mon idée de départ, c'est-à-dire que la plupart en fin de compte n'ont pas pu récupérer d'eau de pluie. Oui. Et beaucoup sont partis sur la GGR ou sur la longue route, espérant récupérer de la pluie, en disant donc je ne fais pas les pleins, et ils ont été obligés d'arrêter pour faire de l'eau. Ouais. Dans le donc je ne pars plus du tout sur les mêmes bases, alors que j'étais parti sur cette base-là au départ comme eux. D'accord. Et l'expérience fait que je pense que le changement climatique est peut-être dû à ça, mais il est certain que je comptais embarquer, j'ai une capacité de 600 litres à bord, je comptais, parce que j'aurais un désalinisateurs, je comptais embarquer 100 litres et en fin de compte j'en ai embarqué 300, quoi, parce que les aléas de l'approvisionnement en eau apparemment sont très... Mais tu as quand même un dessal. J'ai quand même un petit dessal manuel qui 5 litres à l'heure. Voilà, c'est ça, oui. Qui va me permettre de... Puisque le besoin de base, c'est 3 litres par jour, donc voilà, ça fait de la gymnastique en plus. Voilà. Bien sûr. Ok, donc en approvisionnement, tu prends quoi? Alors en approvisionnement, j'ai eu la chance de connaître VDH qui a fait la GGR, oui. Là, et donc il m'a donné beaucoup de conseils sur mes choix techniques, justement au niveau régulateur d'allure et au niveau approvisionnement, je vais calquer sur lui parce qu'il a une expérience que je n'ai pas. Et donc il est parti avec un tiers de lyophilisé, un tiers de conserve et un tiers de bocaux en verre, etc. Qui étaient parfaitement répartis dans le bateau pour justement pas avoir à déménager tout à chaque fois. Et également, lui, je vais suivre sa philosophie également, c'était 1 litre de vin par semaine. D'accord, d'accord. Voilà, c'est la base. Et donc, je compte mettre 7 mois à peu près, donc sans escale, et je vais prendre un approvisionnement pour 8 mois. Oui. Voilà. La pêche, ce sera un plus. Oui. Mais je ne compte pas sur la pêche pour me nourrir. Bah, c'est difficile d'y compter. Voilà, alors, il y en a qui ont fait, il y en a là qui racontaient qu'ils avaient fait du super pêche. Quoi. Oui, non, mais c'est comme la pêche, c'est toujours comme la chasse ou les champignons. Il y a un côté aléatoire qui, sur 7 mois, ne peut pas être une base. Non, bien sûr. Donc, c'est vrai que Francis, sur sa descente de l'Atlantique, il a énormément pêché, donc il a à peine mangé de conserve. Non, mais il y a également le problème des sargasses pour la pêche maintenant, qui est un gros problème. Bien sûr. Parce qu'on met la ligne et 5 minutes après, c'est couvert d'algues. Donc c'est fini. Quoi. Il va falloir gérer ça aussi. Dans le sud, on ne pêche pas. Non, dans le sud, c'est terminé. Là. Non, c'est dans l'Atlantique. Dans l'Atlantique Nord encore, mais après, c'est terminé. Ouais. Par rapport à mon histoire de marin, pour moi, ce sera pas l'apothéose, mais le point d'orgue. Le point d'orgue, oui. Et puis, qui me donnera, ayant déjà fait l'Antarctique et les canaux de Patagonie, qui me donnera peut-être le temps et l'argent pour aller faire le passage du Nord en haut, là, avant qu'il n'y ait plus de glace du tout, qu'il en reste encore un petit peu. J'adore naviguer dans les glaces. Et là, je compte justement descendre très sud dès le départ, puisque la plupart des bateaux, en fin de compte, restent sur le 40e et plongent après la Nouvelle-Zélande pour aller au Cap Horn, qui est à 56 sud. Et parce qu'en fin de compte, faire le tour du monde, ça se résume à faire le tour de l'Antarctique. Ah bah complètement, oui. C'est VDH qui est le premier. Et donc le tour est beaucoup plus rapide. Plus on est bas, plus c'est rapide. Oui. Donc j'ai l'intention, ayant un bateau en aluminium en plus, si j'ai des gros icebergs, effectivement, il y a des risques, mais les gros leurres, pour l'avoir pratiqué en Antarctique, ça passe. Donc j'ai l'intention de descendre très bas, très rapidement. Dès le cap de Bonne-Espérance, de plonger vraiment en dessous des Kerguelen et tout, passer à l'altitude de Kerguelen et passer très au sud de toutes les îles. Et au niveau communication? Alors au niveau communication, j'aurais pas mal de choses finalement. J'ai une BLU, j'ai une radio amateur qui me couplée à un Pactor, donc qui me permet avec Cellmail de passer des mails et de recevoir des météos quand je veux. J'aurai un Iridium classique. Et un Iridium Go également qui permet donc de charger des fichiers vidéo, des fichiers GRIB pour la météo, etc. Et d'envoyer des images et des comptes rendus. Puisque là,
étant le seul concurrent à partir des Antilles, j'ai une couverture médiatique plus simple, on va dire, dans la recherche que les gens qui sont en Europe. Et donc il y a France Antilles qui va couvrir l'événement, il y a Guadeloupe Première qui va couvrir l'événement au niveau télévision. Donc il faut que je puisse leur envoyer des trucs. D'ailleurs, ils m'aident parce que le tarif de ces communications est prohibitif. Oui, vraiment, sûr, oui. Donc voilà. D'accord. Et tu as un blog ou, oui, bien sûr, j'aurai un blog qui sera tenu régulièrement. Oui, j'aurai un blog, bien sûr. Ouais. Et tu as quelqu'un inter qui va te faire... J'ai quelqu'un inter, un des journalistes de France Antilles, qui va gérer mon blog également, qui permettra donc sur le Longue Route Maracuja, où il y aura toutes les informations d'actualité, l'historique, les préparatifs, etc. Bien sûr. Et tu as quelqu'un qui va t'aider dans le routage à terre? Alors pour l'instant, j'ai trouvé personne. Je n'ai pas cherché non plus trop. Je comptais justement sur la rencontre avec mes collègues là aujourd'hui pour savoir s'il y en a qui avaient du routage et éventuellement justement leur demander des conseils de ce point de vue-là. Sinon, j'envisage dès mon retour en Guadeloupe, en fin de compte, de contacter la station météo de l'aéroport de Pointe-à-Pitre qui me fasse un routage. Voilà. Bon, il y a Guy Delage aussi qui est prêt à me router aussi. Donc, Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui ont fait, beaucoup, je ne sais pas, mais qui ont eu, j'ai un ami, un fils, une fille, voilà, c'est ça, qui faisait un routage et pour avoir une couverture, une zone géographique beaucoup plus large. Bien sûr. Et puis voir un petit peu ce qui se passe autour. Parce que toi, avec l'Iridium, tu as une zone relativement serrée. Bien sûr, non, mais bon, là, c'est un peu compliqué. Là, pour l'avoir déjà pratiqué, en fin de compte, les fichiers météo, les fichiers GRIP sont des zones très localisées parce que sans ça, c'est trop loin à charger. Mais par contre, les viewfax, les fax météo, c'est-à-dire où on voit vraiment les dépressions, là, on peut analyser 3-4 jours avant ce qui arrive. Et quand j'ai fait mes 3 caps à l'envers, là, j'avais pas de routage, mais j'avais ce système de viewfax qui m'a permis de contourner certaines dépressions. Et j'avais simplement également, j'ai un brave baromètre Naudet, là, enregistreur à cylindre, qui est très fiable aussi justement sur l'évolution du temps. J'ai quand même quelques notions de météo depuis le temps que je navigue, et donc ça permet d'interpréter les probabilités, parce que ça reste toujours des probabilités de la météo qu'on va rencontrer. Oui, et puis tu ne l'évites jamais complètement. On l'évite, non, voilà, on évite le pire. On évite le pire, mais c'est compte tenu de la vitesse de nos bateaux, c'est ce qui a révolutionné un peu justement les courses, c'est que les dépressions en général se débaladent, la vitesse classique c'est 15 nœuds, et à partir du moment où les bateaux naviguent à plus de 15 nœuds, c'est eux qui vont sauter d'une dépression à l'autre. Ils anticipent alors que nous on va les subir. Moi mon bateau, sa vitesse de croisière c'est autour de 7 nœuds, et je sais que de toute manière je vais me ramasser. De toute manière c'est... Après, tu peux t'écarter un petit peu du centre, tu peux essayer d'éviter... atténuer le phénomène, mais on ne va pas l'éviter. De faire le dos rond, quoi. On ne va pas l'éviter. Voilà. Ok, bah écoute Thierry, je te remercie bien. Merci. Et puis de toute façon, on va bien sûr te suivre à tous. Bien sûr, oui. Ok. Et puis bon vent. Merci. Merci Thierry.